Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce bel amphithéâtre. Soyez les bienvenus pour cet atelier qui sera consacré aux transitions professionnelles. L'occasion de rappeler les enjeux des transitions professionnelles, mais également de s'attarder sur les dispositifs de financement, sur les dispositifs d'accompagnement. La ministre a fait des annonces mercredi concernant une réforme de ces dispositifs avec l'idée de simplifier, avec l'idée aussi peut-être de construire euh, un dispositif d'accompagnement et de financement autour du contrat de professionnalisation. L'objectif de cet atelier, c'est évidemment de faire le diagnostic de ces dispositifs, de comprendre quelles sont leurs logiques, comment ils sont financés, et surtout d'essayer de mettre en perspective ce qui pourrait effectivement évoluer. Et là, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle. Donc on aura différents profils qui viendront justement donner leur contribution, donner leur point de vue, et c'est tout l'objet de l'université d'hiver de la formation professionnelle. Alors, on va essayer d'anticiper cette information qu'on a reçue tous ensemble dans cette salle mercredi. Et c'est pour ça qu'on a découpé en 3 séquences cette table ronde. La première séquence sera consacrée aux préconisations et aux propositions qui ont déjà été exprimées dans différents rapports ou dans des rapports à paraître. Ensuite, ce sera un état des lieux des opérateurs. Et enfin, on se posera la question avec les partenaires sociaux et l'État sur les ajustements prévisibles qui ont été annoncés. J'appelle donc les intervenants de la première séquence à nous rejoindre et on lance le jingle. Monsieur Vincent Donne, chef de projet formation professionnelle et compétences de France Stratégie auprès du service du Premier ministre. Franck Morel, avocat à cabinet Clichy-Granger, auteur de la note Reconversion professionnelle pour le meilleur et pour l'avenir de l'Institut Montaigne, paru en février 2022. Merci, monsieur. Prenez place. Monsieur Vincent Donne, bonjour. Vous animez à France Stratégie un réseau emploi compétences et vous êtes sur le point de remettre un rapport sur les transitions professionnelles au Premier ministre. Question simple, quelle est l'origine de ce rapport en quelques mots? Alors, bonjour à tous, merci de nous donner l'occasion de parler aujourd'hui et félicitations à ceux qui sont là ce vendredi matin. On sait que c'est toujours le moment un petit peu le plus dur pour être présent. Du coup, oui, effectivement, peut-être une phrase sur le réseau emploi compétences qui a été créé en 2015 et qui est animé et hébergé par France Stratégie et qui regroupe finalement un certain nombre d'acteurs du champ emploi-formation, évidemment des observatoires de branches, des observatoires des OREF, mais aussi finalement la plupart des acteurs du champ. Alors pourquoi un rapport sur les transitions professionnelles? Il faut déjà savoir que c'est une autosaisine. Hein. Le réseau emploi compétences a des fois des commandes de la part de l'exécutif et des ministères. En l'occurrence, c'est une autosaisine. Et pourquoi ce rapport? Déjà parce que ça nous semblait être un sujet d'importance et d'actualité. Le fait que l'université d'hiver soit consacrée en partie à ce sujet-là semble le confirmer. Et on est parti finalement d'un constat qui est assez fort et qui a été déjà un petit peu dit par la ministre. On a une augmentation du besoin en mobilité professionnelle, augmentation évidemment liée déjà à un effet, on va dire, un peu conjoncturel post-crise avec des tensions sur le marché du travail. Une accélération aussi des mutations économiques, transition écologique, etc., tous ces nouveaux enjeux. Et aussi peut-être quelque chose qui a été un petit peu moins évoqué dans le cadre de cette université d'hiver, c'est une augmentation des aspirations à la mobilité individuelle, notamment provoquée là aussi peut-être par la crise avec des enjeux de quête et de quête de sens au travail. Et du coup, voilà, on a ces besoins-là qui sont très importants. Quand on regarde en prospective, France Stratégie et produit un exercice de prospective des métiers et qualifications à horizon 2030, on voit qu'on a un besoin en réallocation sectorielle et que finalement les mécanismes d'entrée sur le marché du travail et de départ en fin de carrière ne suffira pas à compenser. Et on aura donc un besoin à horizon 2030 très important en matière de mobilité en cours de carrière. Et face à ça, c'est vrai que, comme la ministre le disait, on a uniquement 60 000 parcours de transition professionnelle qui sont accompagnés ou intermédiés chaque année. Donc voilà, même si c'est important de rappeler que chaque
chaque transition n'a pas vocation à être accompagnée. Ce constat sur les volumes ne manque pas d'interroger, et du coup, on a créé un groupe de travail qui réunissait une quarantaine d'institutions et qui va produire un rapport qui sera publié, disons, courant mars probablement. On prend date, donc courant mars, publication du rapport. Alors, sont dévoilés ce rapport, puisqu'il n'est pas encore publié. L'idée, c'est de comprendre un petit peu les orientations de ce rapport. Donc, vous avez dressé un état des lieux, et peut-être commencer par cet état des lieux pour éventuellement parler des pistes de réflexion qu'on peut envisager sur cette question des transitions professionnelles. Déjà, peut-être pour commencer ce diagnostic, toujours rappeler juste une phrase pour rappeler que le marché du travail français est peut-être historiquement pas le plus propice aux mobilités interprofessionnelles et aux mobilités horizontales. Évidemment, structuration en branche professionnelle, un accès à la formation et à la formation certifiante qui a longtemps été peut-être un petit peu plus faible que dans d'autres pays européens. On a aussi des pratiques de recrutement qui sont marquées et où il y a, par une forme de prévalence du diplôme qui est obtenu en formation initiale. Donc tout ça a conduit à un marché du travail peut-être un peu cloisonné, on va dire. Même s'il y a énormément de réformes qui ont été entreprises dans ce sens, les acteurs restent encore marqués par cet héritage. Et si on s'intéresse à proprement parler à la question des transitions professionnelles et à la façon dont elle s'est structurée en tant qu'objet et qu'outil institutionnel, c'est assez intéressant. Alors Stéphane Rémy, je pense plus tard dans la table ronde, fera mieux que moi, mais peut-être juste de rappeler qu'on a vraiment 3 champs qui sont finalement assez étanches et peut-être assez distincts. On a un premier champ qui serait celui du droit à la reconversion, on va dire, lié à de la restructuration. Alors, évidemment, c'est un champ qui a évolué. On est passé d'une logique un peu curative, on pourrait dire, de reclassement à aujourd'hui quelque chose qui serait beaucoup plus préventif. Mais on voit que c'est un champ qui renvoie bien à l'idée de transition subie qui serait à la main des employeurs. On a un second champ qui serait celui de la droit à la reconversion, aujourd'hui même peut-être droit à la formation avec le PTP et maintenant le CPF qu'on pourrait aussi voir comme un outil de potentiel outil de transition. C'est un second champ, il est un peu vraiment à la main de l'individu, en tout cas il est considéré par le législateur comme tel, avec une idée un petit peu presque vocationnelle. On a cette idée un petit peu que l'individu mature sa transition dans son coin longuement, voilà, c'est une inspiration individuelle. Et après on a ce troisième champ qu'on pourrait appeler espèce de co-construction entreprise-État, entreprise-individu, pardon. Et ce troisième champ, il s'incarne évidemment dans des pratiques un peu collectives. On peut penser à des pratiques RH au niveau de l'entreprise, tout ce qui va être du domaine de la GPEC, ce qui va être aussi du plan de développement des compétences, qui peut être financé par du FNE. Ça peut être aussi de l'accompagnement des mobilités internes. Mais cette troisième voie et cette co-construction, elle s'incarne aussi dans des dispositifs individuels, l'entretien professionnel évidemment, et aussi les possibilités d'abondement du CPF par l'entreprise. Et si on regarde cette troisième voie, qui, rappelons-le, elle est encouragée par le législateur, voire même elle est rendue obligatoire dans la majorité des cas, on se rend compte qu'elle a du mal finalement à trouver une réalité concrète dans la majorité des entreprises, à l'exception de quelques grands groupes. Et le réseau emploi compétence justement a publié un rapport là-dessus, et c'est vrai qu'on voit que aussi bien les pratiques de GPEC que l'entretien professionnel a du mal à trouver une réalité. Le CPF a décollé, mais l'abondement du CPF par l'entreprise reste encore là aussi assez limité. Et nous, le diagnostic qu'on fait, c'est déjà de dire que ça peut s'expliquer notamment par le fait qu'on postule dans cette troisième voie l'idée qu'il y aurait une convergence d'intérêts naturelle entre l'entreprise et l'individu. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas, et on se rend compte notamment que dans un contexte de marché du travail tendu, c'est difficile de confier la responsabilité de la sécurisation des parcours à l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites quand un individu a une velléité de départ? Est-ce qu'il peut l'exprimer dans un entretien professionnel? C'est une question qui mérite d'être posée. Donc on voit bien ce diagnostic sur ces 3 champs un peu étanches, et ce qu'on voit aussi, c'est que cette structuration en 3 objets, 3 champs un peu distincts, elle se retrouve un peu bousculée par la manière dont les individus aujourd'hui construisent et se représentent les parcours de transition. Là, je renvoie à une étude de France Compétences qui a été produite sur le sujet, sur le sujet de la reconversion en 2021, qui est très parlante et qui montre bien qu'on a peut-être des frontières entre les transitions subies et les transitions voulues
entre les transitions à l'initiative de l'individu et les transitions à l'initiative de l'employeur qui sont peut-être plus poreuses qu'on ne pourrait l'imaginer. Parce que cette vision un peu binaire, déjà, elle oblitère les logiques d'opportunité. Aujourd'hui, vous êtes un individu, vous pouvez aussi profiter peut-être d'un accord collectif qui aurait lieu dans votre entreprise pour envisager un projet de mobilité. Elle oblitère aussi quelque chose qui est essentiel, c'est l'idée que le moteur quasi unique de la transition professionnelle, c'est l'insatisfaction au travail. Et cette insatisfaction au travail, c'est des enjeux de salaire, c'est des enjeux de conditions de travail qui sont parfois non soutenables, c'est des enjeux de quête de sens au travail, de perte de sens au travail qui sont essentiels. Et du coup, ça nous montre bien que la transition professionnelle, y compris dite choisie, c'est pas un luxe en fait. Et on a cette redéfinition des frontières entre toutes ces logiques. Et ce qu'on va voir aussi, qui ressort dans cette étude, qui est assez intéressant, c'est qu'on a des individus qui, quand eux, ils envisagent un projet de mobilité, quand ils sont candidats à la mobilité, ils vont finalement mobiliser l'ensemble des ressources qui sont à leur disposition, y compris des ressources qui ne seraient pas étiquetées comme transition professionnelle. Ça va être peut-être du CPF, ça peut être un congé maternité, ça peut être, et ça c'est très intéressant, ça ressort beaucoup dans l'étude, un passage par la case chômage indemnisée, et on voit que là aussi ça pose des questions sur une abolition des frontières entre les statuts. Donc on voit que tout ça finalement, ça interroge la manière dont c'est structuré les transitions professionnelles dans notre pays aujourd'hui. Mobilité subie, mobilité choisie, mobilité co-construite. Est-ce que ce n'est pas une approche un peu théorique, je dirais un peu juridique, parce que les dispositifs sont un petit peu construits sur, je dirais, ces frontières. Dans la vraie vie, si je peux m'exprimer ainsi, dans une mobilité subie, il y a aussi la question de l'opportunité. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément appréhendées par le droit. Donc effectivement, une mobilité subie, ça peut aussi se transformer en opportunité, par exemple pour un salarié, pour la simple raison qu'il y a la possibilité aussi d'avoir les champs des possibles dans le cadre d'une mobilité subie. Est-ce que aujourd'hui vous réinterrogez en quelque sorte ces logiques-là et concrètement en termes de pistes de réflexion, en termes de préconisation, qu'est-ce que justement vous avez conclu à travers ce rapport par rapport à ce que vous venez de nous dire à l'instant? Alors, déjà, peut-être de reposer les grands objectifs du coup de ces sujets de transition, ça va être renforcer et consolider le droit individuel à la transition. Et ça veut dire quand même de faire quelque chose pour ceux qui sont les moins dotés en ressources. Ça va être évidemment répondre aux besoins du marché du travail, c'est-à-dire favoriser l'ensemble des transitions professionnelles, mais il y a aussi utiliser les transitions professionnelles comme un outil de politique publique, et notamment d'accompagnement des mutations économiques, qui veut dire de collectivement déterminer quelles sont les transitions qu'on veut et qu'on juge prioritaires et stratégiques à accompagner. Donc nous alors le but c'est évidemment pas de se substituer ni à la concertation avec les partenaires sociaux, ni d'effectuer les arbitrages politiques, c'est pas du tout le rôle de France Stratégie et de nos emplois en compétences, mais nous on a identifié 4 grands leviers, on va dire. Le premier, je pense qu'il est assez consensuel, on l'a beaucoup entendu au cours de ces 3 jours, c'est se doter collectivement de la capacité à déterminer quelles sont justement les priorités en matière de transition professionnelle. Ça passe probablement par des instances de concertation au niveau régional, au niveau national et au niveau régional qui soient mieux articulées. Ça passe peut-être aussi par une incarnation à un niveau infrarégional. Et c'est vrai que de ce côté-là, on attend tous un petit peu France Travail qui risque d'être plutôt évidemment sur les demandeurs d'emploi, mais on voit qu'il y a une articulation qui sera nécessaire et une incarnation qui sera nécessaire. Ensuite, nous, le deuxième levier qu'on met vraiment en avant, c'est la question de l'accompagnement universel à l'évolution professionnelle. Pour ça, il faut se reposer probablement sur le CEP, qui est aujourd'hui un outil qui en germe vraiment énormément de possibilités. Nous, ce qu'on préconise, c'est probablement d'en renforcer la centralité institutionnelle. C'est peut-être on a souvent la métaphore de la médecine, un peu du médecin généraliste. Et l'idée, ce serait de créer là aussi un réflexe chez les actifs occupés,
je me pose une question sur mon évolution professionnelle, je vais voir mon CEP. On pourrait imaginer des systèmes push, peut-être à certains cas, vous rentrez d'un congé maternité, vous rentrez d'un congé maladie longue durée. Bon, est-ce que vous avez pensé au CEP? Donc, vraiment renforcer la centralité institutionnelle, travailler autour d'une marque commune, vraiment, avec cette idée d'avoir une doctrine unifiée de l'accompagnement aux transitions. Donc ça, c'est vraiment le volet accompagnement. Pour la question des dispositifs qui nous occupent aujourd'hui, alors bon, on a entendu le message de la ministre, qui est le message de simplification. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez partagé, parce que les dispositifs de transition professionnelle, ils sont marqués par leur segmentation en fonction de la nature des transactions, segmentation en fonction des statuts. Donc l'idée, c'est d'aller vers cette simplification-là. Nous, ce qui a été annoncé sur l'idée d'un dispositif qui soit assis sur l'alternance, potentiellement le contrat pro, ça semble être quelque chose avec lequel on voulait aussi aller dans notre rapport, à savoir un dispositif qui soit attaché à l'entreprise d'arrivée et qui propose des solutions en matière de revenus de remplacement, dont on sait que c'est le nerf de la guerre. Sur le reste, est-ce qu'on a besoin d'avoir énormément de dispositifs étiquetés transition professionnelle? Pas forcément. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on peut aussi largement s'appuyer sur le droit à la formation professionnelle, déjà avec une première étage qui serait le CPF, parce que le CPF, évidemment, a cet avantage de ne pas avoir de restrictions en termes de statut, et ensuite encourager l'éco-abondement, évidemment, que ce soit de la part des entreprises, des branches, des collectivités, et un troisième niveau, troisième étage de la fusée, qui serait de cibler certains publics, certaines situations professionnelles, et d'ouvrir là des financements, mais d'être très clair sur comment sont fléchés les fonds, et ensuite de pouvoir asseoir ça. L'idée, c'est aussi d'aller vers des dispositifs qui soient potentiellement peut-être moins longs, en tout cas où la formation professionnelle est moins longue, pour pouvoir peut-être accompagner plus de gens et diminuer finalement le coût moyen d'un accompagnement. Merci beaucoup, Vincent Donne. L'idée, c'est de poursuivre justement une autre contribution, Monsieur Franck Morel. Donc, l'idée, c'est de passer le relais à Jean-Philippe pour l'interview. Donc là, c'est une contribution qui a été publiée en 2022. Et l'idée, c'est peut-être effectivement de voir concrètement quels sont les points de convergence, quels sont les points de divergence. Et puis, on ouvrira un petit débat vers la fin, une petite discussion entre vous sur ce sujet. Monsieur Morel, votre rapport parle de reconversion professionnelle. Aujourd'hui, on ne parle plus que de transition professionnelle. Voyez-vous une nuance? Quelle différence faites-vous entre ces deux concepts? Non, c'est un peu la nuance sémantique. Elle va être distinguée, à mon avis, par la même nuance qu'on peut faire entre la finalité et le chemin. C'est un peu dans un autre univers que je connais bien également, la même nuance sémantique parfois qu'on peut faire entre la durée et les horaires, vous voyez, c'est-à-dire un quantum et des bornes, donc la finalité et le chemin. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent surtout, et ce qui m'a conduit effectivement à engager une réflexion sur ce sujet, c'est les enjeux formidables et extraordinairement importants qui se présentent à nous en la matière. Quelques chiffres, effectivement, pour illustrer ça. On a un actif sur deux qui a engagé ou qui envisage d'engager un changement d'orientation professionnelle, une reconversion professionnelle. Et puis surtout, moi je voudrais mettre l'accent sur un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est quand même au cœur de nos réflexions depuis quand même pas mal de temps et qui est le nerf de la guerre, c'est la question des moyens financiers et c'est la question des tensions qui peuvent exister sur les moyens financiers. On le voit bien tous les jours, depuis un certain nombre de temps, avec les tensions financières qui existent autour du budget de France Compétences, autour des questions d'alternance, autour des enjeux de régulation du CPF. Et donc, toute la difficulté qui se présente à nous, c'est que nous sommes face, d'une certaine manière, à un effet ciseau. C'est-à-dire, d'un côté, des besoins qui vont être toujours croissants, consistant à mettre le paquet sur la formation professionnelle et sur la nécessité de soutenir ces processus de reconversion professionnelle et de transition. Et puis d'un autre côté, un contexte budgétaire qui est celui que l'on connaît, que je viens d'esquisser un tout petit peu, et qui est extrêmement contraint. Et donc, pour répondre à cette équation très complexe, eh bien, il faut se poser la question de la bonne utilisation des différents moyens existants et le fait de faire en sorte que 1 euro dépensé pour la formation professionnelle et pour les reconversions soit 1 euro qui soit véritablement utile, nécessaire. Alors, on peut le faire, je pense. On peut le faire, et c'est le sens d'un certain nombre de préconisations que j'ai mis sur la table dans cette note, avec le souci d'optimiser au maximum l'utilisation des dispositifs existants. Alors, je rejoins
totalement un certain nombre de choses que vous avez mentionnées. Hein. La problématique de la simplification, évidemment, elle est toujours présente dans le bel univers de la formation professionnelle, qui est, comme chacun le sait, un univers qui brille par sa limpidité et sa simplicité. Et donc, évidemment, la question de la simplification, elle est toujours prégnante. Et c'est pas simplifier pour simplifier, c'est pas le plaisir de simplifier. C'est parce que derrière l'enjeu de la simplification, il y a un enjeu de compréhension des mécanismes et d'appréhension des mécanismes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, je crois beaucoup à un système qui s'appelle la POE. J'ai participé à l'époque où je conseillais le ministre du Travail, j'ai participé à la création de ce mécanisme. Et la POE, il y en a aujourd'hui 3. Il y a 3 sortes de POE, l'individuelle, la collective et puis la FPR. Et donc on pourrait tout à fait, j'entendais l'autre jour Thibaut Gulluy dans une réunion où il mentionnait, et je l'avais proposé effectivement, d'unifier ces 3 mécanismes de POE. Alors, je rejoins la ministre en revanche quand elle a dit dans son discours inaugural que la fusion contrat d'apprentissage, contrat de pro était une fausse bonne idée, parce que là, pour le coup, on n'est pas dans de la vraie simplification, on est dans du regroupement à marche forcée d'outils dont la finalité est différente, avec en plus des difficultés assez larges sur les grilles de Rému, par exemple, qui sont divergentes. Et donc, je pense que le ticket d'entrée serait plus coûteux que l'avantage qu'on en tirerait. En tout état de cause, donc la problématique de la simplification est un vrai sujet sur lequel il faut essayer d'avancer. Donc il y a quelques pistes, hein, j'en ai évoqué une sur les POE. Et puis, évidemment, la thématique donc de la bonne appréhension, hein, la bonne utilisation des dispositifs qui connaissent un financement public, hein, et qui supportent un financement public. On va y revenir. Voilà. Alors justement, dans votre rapport qui est récupérable sur le site de l'Institut Montaigne, vous avez fait 16 propositions, donc aussi variées sur la VAE, l'entretien professionnel, le CEP, les certifications professionnelles, le CPF, le passeport compétences, les EDEC, l'amortissement fiscal des dépenses de formation des entreprises, la gouvernance de la reconversion professionnelle. Sur ces 16 propositions, parce qu'on ne va pas avoir le temps de toutes les présenter, s'il en fallait en retenir 3, qu'est-ce que vous nous mettriez en avant? Alors, vous m'autorisez 4 ? Allez, 4, merci. on est généreux ce matin. Voilà. Alors, il y en a une déjà qui est dans l'air du temps depuis pas mal de temps et qui me paraît essentielle, et j'ai eu la satisfaction de voir qu'elle était mentionnée dans la récente contribution qu'ont signé les partenaires sociaux, qui a quelques jours, hein, et que j'ai commenté d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de commenter avec mon associé. C'est la question de l'approche comptable de la formation professionnelle. Ça fait des années que l'on dit, et on a raison de le dire, que la formation, c'est un investissement, et que former, c'est préparer l'avenir, et que, comme tout investissement, on devrait avoir la possibilité d'en tirer les conséquences et donc d'amortir cet investissement. Alors, vous la citez en premier, donc. Vous la citez en premier. Voilà, je la cite en premier absolument parce qu'elle me paraît très porteuse et très forte. Alors, ça veut dire quoi amortir? Alors, oui, mais M. Morel, il faudrait nous citer les 4 autres, s'il vous plaît, parce que le cite temps les passe 4 aussi. et après j'y reviendrai. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'aller vers la synthèse. Première proposition, la question de l'amortissement, je vais y revenir. Deuxième proposition, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est ce que je propose autour des EDEC, mais d'une manière générale, c'est l'idée d'effet de levier, j'y reviendrai. C'est-à-dire de faire en sorte que, quand un acteur privé dépense 1, on puisse faire en sorte que ce 1 dépensé produise plus que 1. Voilà, c'est faire effet de levier. L'engagement de dépenses. Voilà, absolument. Troisième proposition, c'est tout ce qui tourne autour du CPF. Donc il y a beaucoup de débats autour du CPF, et j'ai mis sur la table, dans cette note et dans une autre note d'ailleurs sur l'emploi des seniors, un certain nombre de préconisations pour optimiser l'usage du CPF et le fait de faire en sorte, ce qui a été... Sujet d'actualité avec les retraites. Sujet d'actualité avec la question du ticket modérateur et puis la question de la réorientation plus massive encore de l'usage du CPF vers les besoins du marché du travail. Et puis, quatrième idée, je voudrais évoquer les entretiens professionnels parce que je ne voudrais pas qu'on verse dans le formalisme, mais qu'on fasse en sorte que les entretiens professionnels soient une vraie valeur ajoutée dans le cadre de ces processus de transition, et pas une case à cocher, si vous me permettez l'expression. Alors j'y reviens. Donc l'amortissement tout d'abord. Ah non, on n'a pas le temps. Pas tout de suite. Non. Et je voudrais faire une petite remarque sur l'entretien professionnel qui évoque à la fin l'information sur le CEP. Et M. Donne a mis en avant l'importance du CEP. Je crois que vous vous rejoignez un peu sur cet outil externe à l'entreprise. Absolument. Qui pourrait être donc le prescripteur, le conseiller, l'orientateur. Oui.
c'est Alors ça? l'entretien, moi ce que je voudrais mettre en avant sur l'entretien, c'est que on est tombé quand même avec les questions d'abondement-sanction, avec les questions de modalités de mise en musique, des obligations autour de l'entretien, sur quelque chose qui verse pas mal dans le formalisme, avec de la part d'un grand nombre d'entreprises un provisionnement sur des abondements-sanctions qui peut Oui. atteindre des sommes assez considérables par rapport à des lectures qui peuvent être contestables de la manière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de la manière entre des et et des ou sont rédigés les textes. Donc je pense qu'il faut sortir de cette approche très cocher la case, formelle, et qui font peur en plus inutilement aux entreprises pour aller vers une approche beaucoup plus orientée vers le dialogue social. Voilà. Vous m'autorisez sur l'amortissement, je voudrais quand même en dire 2 mots. Vraiment 1 minute. Alors 1 minute. L'amortissement, je pense que si on veut réussir à le faire, il faut le faire sous l'angle fiscal, parce que c'est compliqué avec les professionnels du chiffre, on l'a vu récemment, et donc si on veut s'en sortir sur ce sujet, il faut le permettre déjà fiscalement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. L'heure a bien tourné. Je vais vous proposer de rejoindre la salle et je vais lancer le jingle pour que la deuxième séquence puisse commencer. Merci beaucoup, messieurs. Je vais donc inviter Véronique de Saint-Oreste à nous rejoindre. Elle est directrice des territoires et partenariats à France Compétences. Je demanderai à Max Roche en tant que président de CertifPro et Madame Séverine Garando-Martin, vice-présidente de CertifPro, de nous rejoindre. Madame Véronique Dessaint-Torres, merci beaucoup d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, France Compétences est l'établissement public qui a pour mission de financer et de réguler l'apprentissage et la formation professionnelle. Mais vous intervenez précisément sur les transitions professionnelles au titre des missions d'organisation, de sélection et de financement des opérateurs CEP. Alors, opérateurs CEP, des actifs occupés. Donc ça veut dire qu'on élimine les agents publics et les demandeurs d'emploi, donc qui relèvent d'un autre périmètre. Ça, c'est pour l'accompagnement, c'est le volet accompagnement, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Concernant le dispositif projet de transition professionnelle, vous avez un pouvoir de recommandation sur les règles et les priorités de prise en charge, avec l'idée aussi d'impulser une harmonisation pour les associations de transition professionnelle. Et plus largement, France Compétences intervient au moyen de ces missions d'observation et d'études. Et c'est aussi ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, concernant l'opérateur CEP, il a été question de CEP tout à l'heure. Dans les préconisations, effectivement, l'idée c'est de construire les transitions professionnelles à partir d'un accompagnement renforcé. Bien évidemment, l'opérateur CEP apparaît comme, je dirais, le service naturel pour pouvoir accompagner les transitions professionnelles. Vous avez une première expérience concernant cette première sélection et ce premier financement des opérateurs CEP, puisque effectivement France Compétences, qui a été mis en place en 2019, a procédé à une première sélection des opérateurs CEP courant de l'année 2019. 1er janvier 2020, on a eu des opérateurs CEP sélectionnés. Leur mandat va prendre fin, je dirais, en fin d'année, et on repart sur un nouveau marché. Ma question, c'est quels enseignements vous avez tirés de ce premier mandat et de votre première expérience en tant que régulateur du CEP, avec effectivement cette première sélection et ce premier financement de ce service. Oui, bonjour à tous. En effet, je vais vous parler de CEP. Peut-être rappeler, CEP, c'est 2013, une proposition des partenaires sociaux installée dans la loi en 2014. Tout actif peut avoir accès à un accompagnement public dans le cadre du CEP, délivré soit par le SPE, soit par des acteurs, et du coup, depuis la loi de 2018, par des opérateurs régionaux sélectionnés par France Compétences dans le cadre d'un marché public. Donc on est parti avec ce mandat en 2019. On a organisé ce marché public en 2019 et du coup le service est délivré par 18 opérateurs. Il y en a un par région depuis début 2020.
Et de fait, on a fait quelques bilans intermédiaires qui étaient plutôt encourageants à chaque année. Et aujourd'hui, on est à la veille du lancement d'un nouveau marché. Donc on a eu un travail d'évaluation assez long et puis de toute façon d'analyse de ce qui s'est passé en continu. Et je vous en dire 2 mots. Ce qu'on retient, c'est des choses qu'on a souvent diffusées, mais c'est pas rien. En fait, faire rentrer ce service qui était multidimensionnel, en fait, son idée, c'est qu'il doit répondre à la demande de la personne. Et la demande, elle est sur tout sujet professionnel. Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on se dit que ça doit rentrer dans un marché public, ça veut dire qu'il faut qu'on achète quelque chose et qu'on mette un début, une fin, combien ça coûte, etc. Ça n'avait rien d'évident. Donc, je pense que de dire aujourd'hui que la structuration, en tout cas, l'évaluateur le redit, et fonctionne de ce marché, et puis de dire aussi qu'on a des opérateurs qui sont installés, on a des personnes qui se manifestent comme satisfaites, très, très largement. On est des taux de satisfaction autour de 90%, hein, donc c'est pas négligeable. Enfin, il y a un site à 30 km de chaque personne. Enfin voilà, il y a quand même un certain nombre de signaux qui sont extrêmement positifs sur l'installation de ce service. Et tous ensemble, on est d'accord pour dire que c'est un service qui est un peu central dans l'accompagnement des actifs occupés, dans les sujets de transition, dans les questions de mobilité qui ne se résolvent pas seulement dans des questions de transition. Voilà, on a tous les sujets d'insatisfaction qui peut-être s'aboutiront à de la non-transition et à rester sur le même emploi, mais en tout cas le CEP il sert aussi à aborder ces sujets-là. Voilà, donc on a aussi donc là, on voit bien que l'usage du CEP, il est souvent à partir d'une question d'insatisfaction professionnelle ou alors d'un souhait de mobilité, d'une volonté de changer de métier. Et au final, on a évidemment des trajectoires qui vont dans ce sens et d'autres trajectoires qui sont plutôt sur de la réassurance, de la réinterrogation, de la possibilité d'échanger avec son employeur, enfin un certain nombre de choses comme ça qui ressort assez nettement. D'ailleurs, d'une étude qui va sortir en février, sur les usages et les effets du CEP, qui complémentera l'évaluation qui est sortie hier, en tout cas qu'on a rendu public hier, qui parle plutôt de la structuration du marché et qui nous a aidé à construire le nouveau marché. Voilà. Donc on a plutôt un message positif. Donc pour la suite, ce qu'on retient de cette période, c'est qu'on a besoin de retravailler quelques éléments du marché parce que l'acte d'achat, évidemment, avait eu quelques incidences sur le service. Donc, on a besoin de rendre un peu plus fluide ces règles et notamment, pas simplement pour le plaisir de changer des règles de gestion, mais c'est aussi parce qu'il y a un vrai enjeu que le CEP ne soit pas trop encadré, trop difficile à manier. Pour les personnes, il faut absolument qu'il soit plus fluide, qu'on puisse passer d'un niveau 1 à un niveau 2 sans se poser la question quand on est une personne, on a besoin de plus, on va plus. Et donc ça, il faut vraiment qu'on arrive à le construire. Il faut qu'il puisse aussi être la réponse en réactivité à une demande ponctuelle. On a vu ça dans l'étude de reconversion qui a été conduite par France Compétences. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir une demande en réactivité. J'ai besoin d'une information, j'ai besoin d'être conseillé sur comment faire sur mon CPF, c'est quoi ma bonne formation. Et c'est pas forcément une demande longue, mais peut-être que cette même personne, elle va revenir dans 6 mois et elle aura d'autres demandes qui seront d'autres natures, ou peut-être au contraire qu'elle se dit bah oui, c'est l'occasion de ce premier rendez-vous, j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin et de faire un parcours peut-être un peu long et d'être accompagnée, y compris si je fais une formation, si je fais un bilan de compétences entre-temps, j'ai aussi envie d'y revenir dans la relation de confiance que j'ai avec mon conseiller pour me reposer des questions au moment où je vais chercher un emploi, m'intégrer une nouvelle entreprise, etc. Donc on a un enjeu que le marché puisse permettre de faire ça, et donc on a essayé de construire des choses de cette nature. Et au-delà de la structuration du marché, parce que je pense que c'est important de le dire aussi, on a tout à fait conscience que c'est pas la structuration d'un marché et un pilotage d'opérateurs qui qui permettra de résoudre toutes les ambitions du CEP. Le CEP, c'est forcément un service qui est au milieu d'un système d'acteurs et qui demande à la fois pour qu'il y ait à la fois un peu plus de recours, parce que finalement le recours il a augmenté, je l'ai pas dit, on est autour de plus de 50% par rapport à 2020, on est autour de 155 000 bénéficiaires qui ont commencé un CEP en 2022, donc ce qui est plutôt aussi positif, mais ça reste mesuré quand même au regard de ce qui était dit tout à l'heure, notamment par France Stratégie sur les besoins d'accompagnement public. Et donc si on veut que tout ça prenne forme, que le CEP puisse être un peu plus central en fait dans les modalités d'accompagnement, que les personnes y pensent, il y a besoin aussi qu'il y ait un système d'acteurs qui le porte. Et qu'il y ait des circulations et des possibilités d'arriver au CEP plus facilement. Donc des questions de lisibilité, c'était dit aussi par Vincent Donne tout à l'heure, sur où on le trouve, comment il s'appelle,
comment on le promeut, et puis des questions aussi de réorientation et d'articulation avec les dispositifs avec lesquels il est complémentaire. CEP VAE, CEP CPF, CEP emploi des seniors, pénibilité, etc. Tout ça, c'est des choses qui doivent exister en fait dans l'animation, pas uniquement dans le droit, mais dans l'animation nationale et territoriale dans le discours sur le CEP pour qu'ils deviennent ce qu'on a appelé la colonne vertébrale de l'accompagnement public. Voilà, c'est notre mot pour le moment. Sachant qu'il y a deux logiques aujourd'hui, il y a les opérateurs CEP sélectionnés et financés par France Compétences. Il y a aussi les opérateurs CEP, je dirais, historiques, l'APEC, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, qui s'occupent justement des autres publics. Donc vous, votre périmètre, c'est uniquement, je dirais, les salariés, ce qui fait déjà pas mal de monde, et les travailleurs non salariés. C'est vrai que France Stratégie avait cette préconisation justement de renforcer l'accompagnement, mais aussi peut-être d'harmoniser, alors bien évidemment les pratiques, mais aussi penser utilisateur et éventuellement construire, je dirais, un CEP universel. L'idée d'avoir un interlocuteur, peu importe finalement le statut. Le périmètre, bien évidemment, c'est la loi. Simplement, les logiques ne sont pas exactement les mêmes. Vous avez des opérateurs CEP qui sont dans une logique de subvention, et là, on a des opérateurs CEP qui sont dans une logique concurrentielle avec un marché. Justement, est-ce que vous avez un regard là-dessus sur, je dirais, ces deux logiques finalement, parce qu'on va parler financement tout à l'heure, financement côté dispositif, je dirais, de financement des reconversions, mais là la question aussi c'est le financement de l'accompagnement, puisque le CEP est gratuit pour l'usager, mais la gratuité a toujours un coût, donc il faut un financeur. Et en l'occurrence, France Compétences finance le CEP des salariés à hauteur de 100 millions d'euros, si je ne me trompe pas, par an. Voilà, donc c'est une question, je dirais, ouverte. Alors, je comprends bien qu'effectivement, la question des périmètres, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est simplement ces logiques qui sont, je dirais, en termes de financement, qui ne sont pas les mêmes, tout simplement. Voilà, quel est votre regard là-dessus ? À mon regard, c'est qu'on a un enjeu pour ces usagers, comme vous le dites très bien, et du coup de faire en sorte qu'il y ait des circulations possibles et que le statut ne soit pas une barrière pour les personnes pour rencontrer son accompagnement. Et donc ça, c'est le principe du CEP, universel depuis le départ. Après, on a des sujets d'organisation et de coopération, et finalement, ça concerne peu les personnes, mais il y a des vrais sujets de coopération, des coopérations pour qu'il y ait des aiguillages possibles, pour que ce soit l'opérateur le plus à même de le faire, le plus spécialisé sur un certain nombre de sujets qui puisse le faire. Et du coup, on a organisé dans le CEP Actif Occupé des réorientations pour des personnes qui arrivent, qui disent oui, je suis cadre, vous savez, vous pouvez être là, mais évidemment, mais s'il y a quand même l'APEC qui est spécialisée sur l'accompagnement de cadres, et du coup, c'est des choses qu'on rend un peu fluides pour que des personnes puissent retrouver, et en tout cas choisir où est-ce qu'elles peuvent aller. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a construit dans le marché. Dès qu'on a eu un peu d'activité, mais qu'on est aussi cadre, aussi jeune, ou aussi avec une difficulté de handicap dans son parcours, on peut aussi aller chercher d'autres opérateurs du CEP. Donc ça, c'est des choses qu'on construit. Après, on a un vrai enjeu de coopération entre les opérateurs, puisqu'il y a un certain nombre de services qui doivent être communs, qui doivent être mobilisés par tous. Je pense au cœur du réacteur dans l'accompagnement et notamment dans les réflexions sur les transitions professionnelles, c'est l'accès à des immersions d'entreprise. Et typiquement, tout se mobilise de la PMSMP aujourd'hui, comme on dit, et qui sont des dispositifs qui sont mobilisés par tous les opérateurs et qui sont dans un travail de coopération, donc, et y compris territorial, pour aller trouver aussi les entreprises dans lesquelles on le fait. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu d'animation en fait de ces coopérations et d'articulation entre les acteurs. Oui, ça c'est pour le volet accompagnement. Concernant le volet financement justement des formations qui préparent à ces reconversions, alors France Compétences a une mission, un pouvoir de recommandation sur la question, je dirais, des règles de prise en charge des associations transition pro. Alors, l'idée, c'est de nous dire un petit peu votre regard par rapport à cette première expérience, cette relation, ces interactions. Alors, on ira vers Certif Pro, bien évidemment, en tant qu'animateur des réseaux. Quels enseignements vous tirez, justement, quel regard vous avez, justement, sur les pratiques alors des associations de transition pro, et surtout, votre expérience en tant que France Compétences, en tant qu'établissement public, avec votre pouvoir de recommandation sur la question, je dirais, des reconversions et particulièrement sur le projet de transition professionnelle, puisque c'est de ce dispositif dont il s'agit.
Rapidement, parce que je vais pas mal passer la parole à Certif Pro sur ces sujets-là, mais rapidement, donc, bon, France Compétences finance un certain nombre de dispositifs de formation. Les financements partent de France Compétences, même si on ne finance pas directement. Et donc, de fait, comme le disait Vincent Donne, il y a énormément de dispositifs de formation qui peuvent appuyer des parcours de reconversion. La mission en propre qu'on a eue et qui était en dur dans la loi, c'est celle d'établir des règles et des priorités pour les projets les projets de transition professionnelle. Donc de faire des recommandations sur ce sujet. Et donc on a fait dans le cadre d'une commission présidée par Max Roche à ma droite. Et on a donc fait des recommandations en 2019. On a fait des nouvelles recommandations aménagées en 2020. Et ensuite il y a eu toute une phase de déploiement, évidemment par le réseau des transitions pro et de retour sur expérience aussi ces derniers temps. Et de fait, ces recommandations, à quoi elles ont servi? L'objectif, c'était qu'il y ait une harmonisation des règles de prise en charge France entière sur le PTP, dispositifs réaménagés, etc. Donc ça, je pense qu'on y arrive. On a des choses qui sont stables, établies, qui sécurisent les décisions, etc. L'intérêt de ces recommandations, c'est peut-être qu'elles ont été sur des sujets de priorisation. Donc ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément très communes dans nos milieux et qui s'exerçaient déjà dans un certain nombre de transitions pro FONGECIF à l'époque, mais qui n'étaient pas harmonisées au niveau national. Et du coup, là, il y a un intérêt important, et notamment, ça a aidé le déploiement du plan de relance, puisqu'il y avait des priorisations sur les métiers porteurs, comme on disait, les métiers d'avenir, peu importe. Les priorisations, elles portent aussi sur les salariés les moins qualifiés. Donc, quand Vincent Donne disait, on réfléchit sur la manière dont les fonds publics peuvent contribuer à prioriser un certain nombre de parcours, ça ne veut pas dire que d'autres ne méritent pas d'être accompagnés, peut-être avec d'autres dispositifs, avec d'autres financements, plutôt du droit commun. Mais il y a un enjeu de prioriser aussi du plus, parce que là, on est sur des formations plutôt longues, plutôt certifiantes, enfin longues et certifiantes en l'occurrence. Donc, voilà, sur ces sujets-là, il y a des enjeux de priorisation sans doute. Mais l'autre réflexion de France Compétences, et notamment avec l'appui de cette étude sur les reconversions, c'est qu'encore une fois, il faut repartir usagé. Et quand on repart usagé, on a besoin de se dire que il peut y avoir une diversité absolue de parcours possibles et que ça renvoie à deux questions, mais je vais être courte. Ça renvoie à la question de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on part de la personne et on voit sa situation et on imagine le dispositif qui peut être le bon pour elle dans sa situation ou qu'elle peut mobiliser parce qu'elle est éligible, etc., plutôt que de partir d'un dispositif et de le proposer à la personne. Donc c'est tout l'enjeu de rentrer l'accompagnement par la personne et donc par celui qui a la vision générique de l'ensemble des dispositifs possibles à proposer dans la palette de ce qui est proposé à la personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, il me semble, pour l'avenir, de repenser comme ça l'accompagnement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut repenser, du coup, revenir sur les financements, c'est que, y compris les financements, doivent être pensés sur d'abord qu'est-ce qu'il y a dans le droit commun et éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour certaines situations qui méritent d'être accompagnées par la puissance publique. Et c'est finalement l'ouverture des réflexions, et je n'irai pas plus loin parce que d'autres sont plus légitimes que moi pour aller plus loin sur les sujets. Merci beaucoup Véronique Dessaintes-Torres. Justement, on va se tourner vers Certif Pro, donc en tant qu'animateur de réseau des associations Transition Pro. Et l'idée, c'est justement de zoomer sur le projet de transition professionnelle. Et je vais passer le relais à Jean-Philippe. Monsieur Roche, Madame Garando-Martin, donc vous êtes président et vice-présidente de Certif Pro. Certif Pro n'est pas forcément connu de tous. Donc Certif Pro, c'est l'association paritaire au service des socles de compétences et des transitions professionnelles. Sur votre site internet, vous vous définissez comme l'acteur stratégique de la certification paritaire interprofessionnelle et de l'évolution professionnelle. Aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser à votre volet acteur stratégique de l'évolution professionnelle. Alors, première question, je ne sais pas si je dois l'adresser au président ou respecter la galanterie française. Est-ce que l'association Certif Pro participe à la concertation sur l'évolution des dispositifs de formation ouvertes par le ministère? Monsieur Roche. Bonjour à toutes et à tous. Oui, le Certif Pro certainement participera à la concertation. Pourquoi? Parce que Certif Pro donc, a été, comme vous l'avez dit, créé en fin 2018
par les partenaires sociaux. À l'origine, donc pour porter les certifications CLEA, il fallait bien trouver un outil pour conserver cette création des partenaires sociaux. Et puis ensuite, début 2019, donc, lui a été confié, dans le cadre d'un ANI, donc le rôle de tête de réseau des associations. Donc à ce titre, puisque c'est pour ça que nous sommes là ce matin, donc depuis bientôt plus de 4 ans maintenant, Certif Pro a participé, donc à piloter les associations, donc en tant que tête de réseau, et donc à organiser avec elles de multiples initiatives à travers des conférences, à travers des travaux, des groupes de coordination avec France Compétences, avec l'État, la DGFP, donc pour travailler à la bonne coordination, à l'amélioration de tout le processus. Donc je dirais que toute cette expérience et toute cette légitimité d'acteurs, on la mettra à disposition des partenaires sociaux qui sont, je dirais, que notre origine, nos créateurs, pour donc les aider dans les discussions qu'ils auront avec l'État pour trouver les améliorations indispensables au dispositif. Merci. Madame Garando-Martin, peut-être un complément sur cette approche de Certif Pro et cette perspective de participer à cette concertation. Qu'est-ce que vous metteriez en avant sur le bilan que vous faites du pilotage de ce réseau? Comme l'a dit effectivement Max, c'est de souligner qu'effectivement Certif Pro et le réseau des Certif Pro ont été issus aussi de la volonté de nos organisations respectives, hein, donc que ce soit patronale ou syndicale. Alors par rapport au bilan que l'on pourrait faire, alors déjà il serait bon de rappeler que le réseau des 18 associations paritaires, hein, donc Transition Pro et Certif Pro, sont en fait, comme l'a rappelé Max, tout jeunes dans l'écosystème de la formation professionnelle. Et c'est vrai qu'il a fallu assurer la transformation des fonds GESIF, englober de nouvelles missions, gérer de nouveaux dispositifs et en plus dans un climat, je dirais, un contexte qui était peu propice avec effectivement la crise sanitaire. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que le bébé a bien grandi, donc il est devenu un adolescent un peu impétueux parfois, mais quand même assez soucieux justement que ces actions engagent la vie des personnes. Alors, au niveau du bilan, donc, effectivement, on gère plusieurs financements de dispositifs. Donc, ça a été rappelé, le PTP, Transco, on n'en a pas parlé, et depuis un petit moment aussi la VAE. Et également, nous intervenons sur les avis du caractère réel et sérieux des projets démissionnaires. Alors, je ne sais pas si je pousse un peu plus en avant sur, oui, sur le parce bilan. Que dans cette caisse à outils pilotée par les Transitions Pro, on n'a pas forcément de visibilité sur ces audiences de ces dispositifs, et en particulier le dispositif destiné aux personnes qui démissionnent en anticipant un besoin de formation et qui obtiennent auprès du CEP une validation de leur projet de formation et qui s'adressent ensuite à Transition Pro pour obtenir donc la possibilité de faire leur formation pendant leur période de chômage. Et il semblerait que l'audience de ce dispositif soit tout à fait importante. Alors c'est vrai que il y a eu un peu un paradoxe parce que lorsqu'a été créé le dispositif démissionnaire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de publicité sur ce dispositif qui a pu mettre quelques confusions puisque on a dû, au niveau des transitions pro, gérer le fait que certaines personnes démissionnaient avant de s'engager effectivement dans le process et donc ne rentraient pas dans le cadre du dispositif démissionnaire. À l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est maintenant, je dirais, reconnu grâce notamment à
à l'effet aussi du CEP, puisque effectivement dans le cadre du dispositif démissionnaire, l'accompagnement CEP est obligatoire. Donc du coup, ça amoindrit. À l'heure actuelle, ce que l'on peut voir, c'est que en fait, il y a un croisement, je dirais, des courbes, si on veut dire, en termes de chiffres du projet de transition professionnelle et du dispositif des missionnaires. Sur l'ensemble de la période de création des transitions pro, pour l'instant, on est quand même, le dispositif phare, c'est le PTP, avec à peu près, sur l'ensemble de la période, 55 500 projets financés. Pour le démissionnaire, on est aux alentours de 45 000. Donc on voit vraiment qu'il y a un effet sur ce dispositif. Alors c'est intéressant de le souligner parce que l'une des problématiques fortes des transitions professionnelles et des dispositifs qui organisent ces transitions professionnelles, c'est la charge de la rémunération. Dans le PTP, dans le projet de transition professionnelle, donc le remplaçant du congé individuel de formation, eh bien, il y a la possibilité donc d'une rémunération maintenue par l'employeur, remboursée par les transitions pro. Et on sait que c'est le coût de la rémunération qui limite finalement le succès du PTP, puisqu'il y a une enveloppe fermée sur ce sujet-là, à la différence du congé du compte personnel de formation ou de l'apprentissage. Et on le voit avec le projet démissionnaire, la rémunération n'est plus supportée par l'association Transition Pro, puisque c'est le régime d'assurance chômage qui assure le financement. Est-ce qu'on peut voir dans ce rattrapage du dispositif démissionnaire une explication par le fait que la rémunération vient quelque part compliquer le scénario du projet de transition professionnelle? Alors, je dirais que c'est pas tant sur ce point, puisque on ne retrouve pas forcément les mêmes publics qui font appel au PTP qu'au projet démissionnaire. C'est vrai que, et à la rigueur, je vous invite à aller sur l'Observatoire des transitions professionnelles, qui est porté d'ailleurs par Transition Pro Bretagne, puisque effectivement il y a toute une analyse sur que sont-ils devenus, et donc ça permet effectivement de voir que sur les projets démissionnaires, on est principalement sur des projets de création et de reprise d'entreprise. Sur le PTP, on est véritablement sur un changement de métier, donc des formations effectivement longues. Et c'est justement la plus-value de ce dispositif qui est le PTP, c'est de pouvoir, parce que c'est quelque part aussi le seul dispositif où la personne peut s'engager dans un parcours long, donc il peut acquérir des formations et des compétences solides, tout en ayant cette sécurisation tant sur le financement de sa formation, mais également sur le maintien total ou partiel de sa rémunération. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui permet vraiment de pouvoir s'engager dans une étape, je dirais sereinement, avec un package qui est là, et d'autant plus si en amont il a été travaillé avec un CEP. Il y a peut-être à réfléchir sur l'après, effectivement, un accompagnement de l'après de la formation pour justement avoir aussi cette sécurité jusqu'au bout du parcours final. Il y a donc aussi un autre financement possible des transitions pro, c'est la validation des acquis de l'expérience. On sait que c'est un sujet qui a été réformé, qui commence à être réformé donc, depuis l'année dernière, qui va être mis sur orbite au cours de cette année. Au niveau des transitions pro, que représente ce scénario de la VAE? Est-ce que ça marche? Alors, la VAE, donc, je dirais, cette mission a été confiée, on va dire, en cours de route avec, effectivement, la circulaire d'urgence, alors de mémoire 2019, 2019, oui, tout à fait. 2019, oui. Et donc, il a fallu que, du coup, par rapport
cette nouvelle mission de financement des parcours, il a fallu que l'ensemble du réseau des transitions pro s'adapte très vite, parce que effectivement, voilà, c'était une nouvelle chose, et on ne peut que se satisfaire que cette implication, cette mobilisation du réseau a été reconnue dans la pérennisation de l'octroi du financement des parcours VAE par la loi sur le plein emploi, donc récemment en septembre. Alors j'ajouterai un petit bémol parce que il y a toujours le petit point qui gratte. C'est clair que par rapport justement on parlait de financement tout à l'heure, les transitions pro à l'heure actuelle donc financent les parcours VAE, mais à budget constant, c'est-à-dire que c'est sur le budget d'engagement du PTP. Donc là, ça va être effectivement aussi des sujets que l'on va engager prochainement, au niveau des organisations avec la ministre dans le cadre des concertations. En effet, pourquoi parler de la VAE? Parce que naturellement, le projet de transition professionnelle, c'est la grande transformation par rapport au congé individuel de formation. C'est donc ce projet qu'il faut mettre en avant et naturellement encadré par de la certification professionnelle. Et on sait que les projets de formation qui conduisent à de la certification professionnelle sont un peu plus longs que les autres et donc un peu plus coûteux. Également à cause de la rémunération qu'il faut maintenir plus longtemps. Donc la VAE apparaît aussi comme une solution peut-être pour diminuer le coût de ces projets de transition professionnelle, mais cette approche comptable peut-elle être suffisante pour réguler ou améliorer l'audience du projet de transition professionnelle? Après, qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que effectivement, et ça a été dit, la formation professionnelle, c'est vrai que c'est un élément d'anticipation, d'émancipation, et puis voilà, de permettre d'avoir cette capacité de rebondir. C'est un investissement, tant pour la personne que pour l'entreprise. Donc ça, je pense qu'effectivement, cette notion de développement des compétences, il faut vraiment que ça soit intégré comme un investissement pour la société. Si on le réduit à la dimension comptable, c'est clair qu'un projet PTP, du fait qu'effectivement ce sont des formations longues, qu'il y a la prise en compte de la rémunération, effectivement, le coût moyen est beaucoup plus élevé que peut-être d'autres dispositifs. Mais il faut connaître la finalité, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Donc du coup, et si on est vraiment dans un investissement, il faut y mettre effectivement les possibilités parce qu'il n'y a pas de rupture de parcours, il y en a très peu. Donc disons, il y a aussi toute cette dynamique, cette dimension aussi liée à la personne et comment elle appréhende justement son parcours professionnel qui est important. Alors effectivement, on peut, j'ai entendu tout à l'heure, 1 euro investi dans la formation doit rapporter plus. Je pense qu'avec le PTP, même si effectivement l'investissement est un peu plus important sur le temps de la formation, je pense que ça soit au niveau de l'entreprise qui pourra accueillir effectivement la personne qui a fait un choix de formation dans un parcours sécurisé, je pense que cet investissement sera nettement multiplié par 2 ou 3. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à cette seconde séquence. Je vais inviter les participants à la dernière séquence de cette table ronde à nous rejoindre et on va le lancer, le jingle. Pour cette séquence, donc Max Roche va prendre une nouvelle casquette qui est celle de président de la commission éducation, formation, compétences au MEDEF. Je vais demander à Jean-François Foucard, secrétaire confédéral de la CFE-CGC, de nous rejoindre et monsieur Stéphane Rémy, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle à la DGEFP, de nous rejoindre. Stéphane, je vous invite à vous asseoir. Voilà. À moins que... Allez, voilà, on va être... Très bien. Bonjour messieurs, bonjour Stéphane Rémy. Bonjour. Merci d'être là parmi nous.
Alors, une question très simple. Une simplification est attendue concernant les dispositifs de financement. Les dispositifs, on l'a vu au cours de la journée d'hier, ils sont nombreux. Congé mobilité, PROA, contrat de professionnalisation. On a parlé des projets de transition professionnelle, Transco. Si on revient quelques années en arrière, en 2018, la loi Avenir professionnel n'était pas dans cette optique. L'idée, c'était effectivement de construire un dispositif unique, le CPF. Et on se souvient qu'on a eu, je dirais, dans les débats parlementaires, deux dispositifs, un peu à la dernière minute, le projet de transition professionnelle qui a remplacé le CIF et la PROA qui a remplacé la période de professionnalisation. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que la PROA et le projet de transition professionnelle ont été des enfants, je dirais, mal désirés, mais il n'empêche que le contexte était différent. Et on veut savoir aujourd'hui pourquoi les transitions professionnelles sont devenues, je dirais, des thématiques au centre, puisqu'on parle d'ajustement, et on voit bien qu'il y a cette idée d'orienter, je dirais, les dispositifs vers cette question des transitions professionnelles. Donc ce qu'on aimerait comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis, voilà, pour qu'on revienne aujourd'hui à cette logique qui consiste à aller, je dirais, vers ce type de dispositif qui consiste à financer des projets qui préparent, je dirais, à des métiers et qui préparent surtout à changer de métier. C'est donc la question. C'était la question. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux mots en tant que commissaire du gouvernement auprès de Centrinfo pour remercier les équipes de Centrinfo, les administrateurs, enfin tous ceux qui ont contribué au succès de cette UHFP. Donc voilà, je me permets juste de remercier les uns et les autres. La volonté, lors de la loi du 5 septembre 2018, c'est d'aller vers une société des compétences. Donc ce n'est pas simplement le CPF. D'abord, le CPF n'est pas né en 2018. En revanche, la monétisation et le fait de pouvoir permettre un accès plus direct, et on a eu des démonstrations sur le fait que la typologie des bénéficiaires du CPF avait évolué, et ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'on recherchait une plus grande démocratisation dans l'accès au CPF et donc monétisé. Donc ce n'est pas simplement le compte personnel, mais par contre c'est vrai qu'il était sans doute construit dans une logique de sécurisation des parcours professionnels. Depuis, et effectivement, on a tous été confrontés à la période de pandémie, à un rapport au travail qui a été complètement modifié. Et donc forcément, cette loi, à peine sortie avec ses décrets d'application, il a fallu effectivement s'adapter. Mais je souligne quand même que dans le prolongement du CPF, on était déjà donc sur la modalité de transition professionnelle. Nous sommes dans le cadre du CPF de transition. Et donc la notion de transition professionnelle, qui c'est effectivement, alors c'est pas le grand remplacement, mais ça s'est substitué quand même à ce qu'était le congé individuel de formation. Donc il emprunte un certain nombre de points de repère qui sont ceux du CIF, mais avec cette dimension effectivement qui est d'accompagner donc des projets certifiants sur 12 mois maximum, selon les différentes recommandations qui sont émises. Et donc finalement le législateur a bien capté ce qui était un des enjeux de transition. Mais le terme transition, on le voit bien, il est à la fois, c'est les enjeux auxquels on doit répondre, et la transition écologique est la mère des transitions. Et puis après, il peut y en avoir qui se déclinent, transition énergétique, transition alimentaire. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais il y a des enjeux fantastiquement importants dans le cadre du renouvellement des générations agricoles. Et donc le champ de la ruralité, le champ agricole, le champ agroalimentaire sont extrêmement importants également. Et puis la transition numérique, là on avait déjà les premières orientations avant réforme. Tous les travaux conduisaient vers plus d'hybridation, plus de e-distance, etc. Bon, on le sait, il y a eu une formidable accélération du recours au digital, parfois de manière un peu artisanale, mais c'est normal, on s'est tous adaptés à des contraintes qui étaient évidemment inédites. Donc, dans l'esprit du législateur, évidemment du projet de loi qui a été porté à ce moment-là, ça allait quand même beaucoup plus loin que simplement un outil de sécurisation. C'était l'apprentissage, ne l'oublions pas, c'était aussi de développer l'offre de formation par apprentissage. La ministre a rappelé les chiffres qui sont quand même exceptionnels, au sens premier du terme. 800 000 jeunes qui bénéficient d'un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage, pour eux, pour les entreprises qui les forment et pour les familles,
c'est quelque chose de très positif. Donc n'oublions pas quand même aussi de montrer ce que sont les résultats qui ont été atteints, notamment à travers la loi. Mais après, c'est des enjeux effectivement d'adaptation auxquels on est confronté. Personne n'avait prévu qu'on serait dans une situation de tension de recrutement comme on est en train de la vivre. Il y a encore quelques mois en arrière, on était surtout très inquiets et préoccupés sur la manière dont les entreprises allaient peut-être, comment elles allaient absorber le choc sanitaire avec l'activité partielle, nos amortisseurs sociaux qui ont été mobilisés. Ça a été ça la période quand même qui n'est pas si vieille. Et puis, à peine sorti, il a fallu essayer de relancer, on y reviendra peut-être, l'économie. Je voudrais quand même rappeler que le plan de relance a été mobilisé aussi pour booster l'accompagnement des entreprises, permettre aux salariés d'être recrutés. Donc n'oublions pas, cofinancé par l'Union européenne. Parfois on a une image un peu lointaine de l'Union européenne. Ce programme du plan de relance, il a été cofinancé. Et donc c'est extrêmement important en termes de structuration, on le verra peut-être par rapport aux dispositifs PROA, PTP qui ont bénéficié de crédits supplémentaires pour pouvoir accélérer, en tout cas accompagner le rebond de l'économie. Et c'est vrai qu'on est déjà dans un autre cycle. C'est important de rappeler effectivement ce changement de contexte. D'ailleurs, on parle d'ajustements aujourd'hui, mais les ajustements ont lieu dès 2020 finalement, puisque effectivement on a eu des initiatives de la part de l'État, donc une réactivité pour encourager justement les transitions professionnelles à travers, je dirais, un certain nombre d'initiatives. Alors, même si le FNE Formation n'avait pas cette vocation-là, on était plutôt dans une logique de maintien dans l'emploi et puis de relance, mais surtout, très vite, on a voulu effectivement mettre en place un dispositif qui s'appelle Transco, Transition Collective. Donc, on voit bien que face à un contexte, je dirais, inédit, donc il y a une réaction, une réactivité de la part de l'État, donc Transco qui a été piloté par les partenaires sociaux. C'est un dispositif qui aujourd'hui n'a pas de base légale, donc il est déployé à titre expérimental. Quel regard aujourd'hui vous avez justement sur cette initiative qui est une idée, je dirais, très pertinente, qui a consisté justement à créer des ponts entre des entreprises qui décrutent, des entreprises qui recrutent. L'idée, c'est effectivement permettre la reconversion à des salariés sans passer par la casse chômage. Simplement, le démarrage est possible, peut-être aussi c'est lié, je dirais, à un cadre aussi juridique qu'il faudra peut-être transformer. Donc je ne sais pas encore peut-être l'heure du bilan, mais voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on se trouve, quel est votre regard sur justement ce qui s'est passé depuis le démarrage de Transco? En termes de chronologie, mais vous venez de le rappeler, il y a d'abord eu la promotion reconversion par alternance qui effectivement est venue assez tardivement dans les débats au Parlement. Alors c'est pas le remplacement de la période de professionnalisation, c'est un autre dispositif, c'est un dispositif d'alternance qui a été pensé de manière différente, mais avec des règles du jeu qui se sont d'ailleurs précisées assez vite en 2019, avec donc des formations certifiantes, une négociation des branches professionnelles, une procédure d'extension, donc des choses qui sont assez structurantes s'agissant du dispositif PROA. Ensuite, vous l'avez également mentionné, on a mobilisé de manière inédite le FNE Formation, qui était un dispositif qui préexistait à la période Covid, mais qui était assez peu usité, qui accompagnait quelques entreprises en mutation, sans plus. Il a été mobilisé de manière inédite parce qu'il a été articulé avec les situations d'activité partielle que connaissaient un certain nombre de salariés, en tout cas des entreprises qui connaissaient un certain nombre, qui connaissaient l'activité partielle, donc pour certains salariés, parfois pour la totalité des salariés, les situations étaient extrêmement différentes, et donc on a articulé ce dispositif pour garder le lien avec la connaissance, avec les compétences, et c'était extrêmement important. On a quand même un petit peu tiré les enseignements de la crise des subprimes en 2008-2009, et on avait eu beaucoup plus de mal à redémarrer. Donc là, l'idée de conserver, même si c'était à travers les moyens de la distance, du télétravail, on a mobilisé le FNE Formation et je crois qu'il a répondu aux différents objectifs qui lui ont été assignés. D'abord, l'articulation avec le chômage partiel, l'accompagnement ensuite des entreprises en difficulté qui n'avaient pas forcément recours à ce dispositif, et puis ensuite le rebond pour accompagner tous les secteurs qui avaient fermé leurs portes. Je pense aux cafés, aux restaurants, aux parcs d'attractions, à un certain nombre de bureaux d'études, enfin ne perdons pas de vue le fait que le redémarrage, c'était pour un certain nombre d'entreprises
un redémarrage total. Et donc il fallait accompagner aussi avec des exigences de clientèle, de techniques de commercialisation qui ont évolué, sur les process de fabrication. On pourrait prendre des tas d'exemples. Et j'en arrive à Transco, mais donc en termes de chronologie, je pense que c'est important de bien resituer. C'est une initiative effectivement des partenaires sociaux qui a semblé, et je pense qu'elle est toujours intéressante sur le fondement, qui est de dire oui, il y a des entreprises qui peuvent avoir des emplois menacés, et on le sait bien, des secteurs qui sont sur le bassin d'emploi en très forte tension de recrutement. Alors on cite évidemment le Caire, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus général. Le dispositif, il a du mal à s'installer. Très clairement, alors, il y a sans doute plein de raisons à ça. Je pense que d'abord, les entreprises n'ont pas forcément envie de dévoiler sur un bassin d'emploi leur situation qui pourrait être interprétée comme une situation de difficulté. Et voilà, on est dans un monde économique, ouvert. Les choses peuvent avoir un impact très rapide aussi sur la situation des entreprises. Donc ça peut être un premier frein. On y a mis aussi pas mal d'ingrédients qualitatifs, le passage au recours via le conseil en évolution professionnelle, un accord d'entreprise. On s'est assis effectivement, Fouzi, sur un régime juridique individuel, qui est le PTP, avec la mobilisation du réseau des associations Transition Pro. Donc voilà, tous ces ingrédients-là conduisent peut-être à une situation qui effectivement fait qu'aujourd'hui, même si un certain nombre d'entreprises s'intéressent au dispositif, certaines l'ont expérimenté, l'ont même mobilisé, mais en volume, je pense qu'on peut reconnaître qu'aujourd'hui, on n'y est pas, et donc il faudra évidemment penser, regarder, faire le diagnostic sans concession, pour reprendre la formule de Linda hier, mais sur le fond, il y a sans doute un intérêt évident à organiser ces transitions entre les différents secteurs professionnels et permettre à des métiers d'être exercés de manière totalement différente par rapport à ceux qui sont exercés au départ. Mais c'est intéressant cette approche chronologique, effectivement, pour se remettre dans le contexte, puisque effectivement c'est un contexte inédit. Et on a vu que ces dispositifs ont été mis en place un peu par réaction face à ce contexte, justement. Donc vous avez parlé de la PROA, donc, qui a été activée, ensuite Transco. Là, l'idée, c'est de peut-être rentrer dans une logique plus proactive. Et donc forcément, c'est ce que vous disiez, il va falloir réfléchir sur l'efficience d'un dispositif ou de plusieurs dispositifs qui permettent de clarifier le système et de permettre justement à l'individu d'identifier le dispositif, je dirais, de reconversion pour lui permettre justement d'évoluer, de progresser et de lui permettre tout simplement de changer de métier. Donc ce véhicule législatif qui est en préparation, aujourd'hui il y a des concertations donc, sur ce sujet. Si on devait diagnostiquer justement tous ces dispositifs et essayer, je dirais, de se projeter en se disant concrètement on a des dispositifs, ça a été dit tout à l'heure, entre les mains de l'employeur. Donc il y a un côté un peu binaire, donc je pense à la PROA, le congé mobilité, c'est un dispositif qui est entre les mains de l'emploi. Et puis il y a des dispositifs qui sont entre les mains du salarié, le projet de transition professionnelle, le CPF. On a Transco qui est assez inédit, puisqu'effectivement c'est l'idée d'avoir un projet, je dirais, personnel, mais qui s'inscrit comme dans une démarche collective. Donc c'est toute la difficulté, notamment pour vous, qui êtes, je dirais, dans la rédaction des textes. Comment on arrive à trouver, je dirais, le bon équilibre, puisque Vincent Dunn disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on appréhende ces sujets-là souvent sous l'angle de la mobilité choisie, de la mobilité, je dirais, subie, et puis la mobilité co-construite. Et c'est vrai qu'on retrouve ces mécanismes dans les dispositifs et dans les financements. Comment on peut introduire, je dirais, ce que je disais tout à l'heure, la question de l'opportunité, avec un dispositif équilibré, peut-être unique, qui pourrait être à la fois mobilisé par le salarié et peut-être éventuellement s'inscrire dans une démarche collective. Alors, je ne vais pas vous demander de nous donner, je dirais, peut-être qu'effectivement, mais comment, juste avoir des orientations, c'est-à-dire en termes de réflexion, et surtout ce qui nous intéresse, c'est votre diagnostic, justement. Alors, on va revenir sur ces termes qui sont importants, qui ont été cités par la ministre d'abord, au moment de son discours d'ouverture, et puis par le cabinet, et puis dans les différentes tables rondes ou ateliers. Il y a un enjeu de simplification. La question, c'est quel dispositif idéal. Alors, on pourrait rajouter un S, à quel, et puis
mettre un AUX à la fin. Le dispositif qui est idéal, c'est un dispositif qui est lisible pour les salariés et pour les entreprises. Pour les entreprises, pour les salariés. Parler de l'individu, effectivement, notre système de formation, mais on l'a dit à plusieurs reprises, il se caractérise par l'initiative. La structuration de la partie 6 du Code du travail a toujours été structurée sur l'initiative, soit de l'individu, effectivement. Aujourd'hui, le CPF de transition, le CPF tout court, eh bien, à la main de l'individu, mais on le voit aussi avec des possibilités d'abondement, de co-construction, de co-investissement, ce qui nous ramène quelques années en arrière, je crois dans les années 90-91, où cette notion était déjà apparue, donc on n'invente rien en réalité, mais on construit effectivement ces logiques intéressantes de rencontre, d'un intérêt, d'une démarche individuelle. C'est un droit qui est attaché à la personne, je pense que c'est important de le rappeler, le CPF, mais qui peut être boosté, qui peut faire évidemment l'objet d'un diagnostic partagé entre un employeur, un salarié, voire à travers un accord d'entreprise. Donc il y a déjà des possibilités autour du CPF. S'agissant d'une approche plus à l'initiative de l'employeur, c'est évidemment le plan de développement des compétences. On est bien dans le cadre des obligations à l'initiative de l'employeur avec le triptyque de l'obligation d'adaptation au poste de travail. C'est important de le rappeler. C'est une obligation de l'employeur qui a aussi vocation à veiller à ce que les salariés occupent leur emploi. On parle d'obsolescence des compétences, des qualifications. C'est une responsabilité aussi de l'entreprise et elle peut aussi proposer un certain nombre d'actions qui concourent au développement des compétences, qui permettent d'accéder à Cléa, qui permettent de lutter contre l'illettrisme, un sujet aussi très important. Et puis, vous savez qu'il y a un débat autour des formations linguistiques et le fait aussi peut-être de permettre aux salariés allophones de bénéficier de parcours de formation. Donc ça, c'est le plan juridique, je salue Franck, qui est devant, qui est bien la structuration à l'initiative de l'employeur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des rencontres entre les salariés, les employeurs. Mais on voit bien que l'initiative est quand même un des points de repère qui va permettre peut-être de trouver aussi cet équilibre entre les deux parties. Si on veut un dispositif qui soit lisible, il y a peut-être matière à réflexion. La proie, on l'a dit, c'est plutôt à l'initiative de l'employeur, mais c'est quand même un avenant au contrat de travail, même si ce n'est qu'un avenant qui vient préciser des engagements de formation, ce n'est pas une modification substantielle du contrat. Il faut bien quand même que le salarié soit clairement informé de quoi on parle. Et puis qui dit accord de branche veut dire qu'on ne couvre pas toutes les situations. Ce sont seulement les certifications qui ont été négociées par les partenaires sociaux, 172 accords négociés par les partenaires sociaux en matière de promotion, reconversion par alternance, c'est pas rien. Et 150 et quelques qui ont été étendus. Donc là, on voit bien que, outre le salarié et l'employeur, il y a une dimension aussi prospective, soit de reconversion, soit de promotion, parce qu'il y a le terme aussi promotion qui est important, qui nous ramène aussi à quelques points de repère historiques dans la proie. Donc je pense que parmi les points de repère, quand on parle de simplification, il y a sans doute déjà se poser la question de l'initiative et comment elle peut se rencontrer plutôt que s'additionner avec des choses qui seraient des trajectoires qui ne se rencontreraient jamais. Je pense que c'est peut-être ça un peu le défi. Alors c'est vrai que l'alternance est de ce point de vue-là un socle, un bien commun qui est extrêmement intéressant. D'abord parce que c'est la pédagogie de l'alternance qui est intéressante. Cette relation entre ce qui se passe en entreprise, ce qui se passe en centre de formation, en organisme de formation, si on parle du contrat de pro, en CFA, si on parle du contrat d'apprentissage. C'est ça qui est important, c'est cette pédagogie qui est la réussite en réalité de ce que l'on voit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des bornes, il y a des limites, il y a des taux, il y a des durées qui sont soit liées au contrat, soit liées à la formation en tant que telle, puisqu'on est sur des contrats qui ont cette particularité, ce sont des contrats de travail, c'est important de le rappeler, mais avec une convention de formation qui vient préciser les engagements des uns et des autres. Donc ce sont des contrats de type particulier qui ont une vocation d'insertion. Quand vous reprenez l'article du Code du travail sur 6325-1 sur le contrat de pro, j'espère que j'ai pris la bonne référence, on vise l'insertion et la réinsertion. Il est un peu tôt, Stéphane. Ah, c'est un peu tôt. Alors je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, l'enjeu de qui prend l'initiative et comment cette initiative, elle peut conduire aussi à des rencontres en entreprise, au niveau d'une branche, dans des logiques de prospective qui sont quand même extrêmement importantes, sur des métiers qui bougent, sur des adaptations qui sont permanentes et sur des enjeux, pardon, j'insiste là-dessus, mais c'est quand même l'enjeu premier, d'accompagner les entreprises en sensibilisation sur les enjeux du développement durable, sur les besoins en compétences qui vont naître de ces enjeux.
ça concerne les entreprises, ça concerne les salariés. Hein. Mm. Donc, et rien, la transition écologique ne se fera pas sans les entreprises et sans les salariés. Merci Stéphane Rémy. Donc on va avoir la réaction des partenaires sociaux. On a bien compris, effectivement, l'idée c'est de trouver le bon équilibre en termes d'initiative et surtout de simplifier les dispositifs à la fois pour l'individu, pour le salarié et pour l'entreprise. Oui, en effet, il faut se tourner vers les partenaires sociaux puisque la concertation va commencer. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir Max Roche à nouveau dans son mandat au MEDEF et Jean-François Foucard. Et nous avons pris le risque d'asseoir à côté une organisation syndicale qui a signé le protocole de contribution à la fin de l'année dernière et Jean-François Foucard, donc une organisation qui n'a pas signé cette contribution. Alors je vais me tourner d'abord vers Monsieur Roche. Donc, vous faites partie des 5 organisations syndicales qui ont signé cette contribution paritaire du 30 novembre dernier. Il y a 17 propositions qui ont été remises donc, au ministère du Travail le 8 décembre dernier. Pouvez-vous nous préciser la place qu'occupe le thème des transitions professionnelles dans ce document? Bien, il occupe une grande place et il a occupé beaucoup de temps puisqu'on a travaillé à peu près 6 mois à l'occasion de réunions sur le sujet. Je précise que même si certaines des organisations n'ont pas signé la proposition faite le 7 décembre au ministre, ils ont participé et donc c'est un travail, je dirais, qui était riche. C'est au moment de la signature, donc ça ne s'est pas passé. Voilà. Je ne dirais pas plus, mais en tout cas, ils étaient présents et ils ont participé à l'élaboration du document. Peut-être qu'à un moment donné, il y avait quelques critiques à l'égard, mais en tout cas, ils ont travaillé. Et donc, ça veut dire qu'une des propositions, la numéro 7, qui traite spécifiquement donc, des transitions professionnelles, mais comme je le disais, on y a beaucoup travaillé parce qu'on est tous bien conscients que c'est un enjeu tout à fait important et que c'est un sujet d'une très grande complexité. Parce que, effectivement, dispositif idéal au singulier, c'est un peu je dirais, une ambition, peut-être pas vraiment une ambition souhaitable, parce que probablement pas, on ne peut pas répondre à tous les sujets. On ne se dirigerait pas vers un dispositif unique, c'est un petit peu ça le message. On ne peut c'est pas moi satisfaire mais franchement, je pense que si on se pose la question dans la salle, là, je ne crois pas que qui que ce soit présent aujourd'hui serait capable de nous dire qu'il existe effectivement un dispositif qui répondrait à toutes les situations dans lesquelles sont confrontés tant les entreprises que les salariés. Donc l'idée, c'est puisqu'on l'a toujours dit, de toute façon, c'est ce qu'on répète toujours en France face à ce genre de situation, il va falloir simplifier. Alors, l'exercice de la simplification est un exercice par lui-même compliqué et qui peut souvent conduire à des résultats paradoxaux, donc il faut être très, très, très attentif. Donc, l'idée de la chose, bien entendu, je ne vais pas vous donner les éléments que je ne connais pas nécessairement d'ailleurs qui vont faire l'objet de la discussion, parce que c'est une discussion par définition, c'est un échange avec l'État. Donc simplement les grands thèmes qui ont été développés donc, dans les discussions qui ont lieu entre les partenaires sociaux. Alors dans ces grands thèmes, il y a le premier, bien sûr, c'est toujours pareil, alors du côté des entreprises, c'est privilégier, donc faire se peut anticiper le problème et donc privilégier la position des entreprises préceptrices. Pour si on veut réussir une bonne transition, il faut savoir le mieux possible et le plus tôt possible où on va aller et donc essayer de mobiliser le mieux possible donc l'entreprise réceptrice. Ça, c'est un point. Et dans le cas où, quand il s'agit de transition collective, Stéphane Rémy l'a évoqué, c'est un vrai sujet, savoir la capacité, la possibilité, la capacité qu'on a à faire venir les entreprises qui sont potentiellement en difficulté et qui sont potentiellement émettrices si je puis dire, de salariés, donc pour une solution donc de transition collective. C'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille pour arriver à les mobiliser et à les convaincre qu'il
il est dans leur intérêt et dans l'intérêt de leurs salariés d'avenir sur ce dispositif ou tout dispositif qui évoluera, puisque bien entendu, vu le résultat, les quelques 500 dossiers qu'on a réalisés, il est évident que le dispositif doit être amendé, doit être revu et doit être repensé. Mais enfin, l'idée reste bonne et c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà, donc et puis je dirais encore une fois, tout ça c'est des banalités, parce que bien entendu je suis au niveau des principes, alors je vais pas bouleverser la salle en disant ce que je vais dire, mais il faut essayer donc d'articuler le cadre collectif et le cadre individuel, et il faut bien sûr, ça c'est un sujet qui était évoqué dans la précédente table ronde là, moi je ne crois pas qu'il y ait vraiment comment dire, qu'il y ait des conflits potentiels entre salariés et entreprises dans les questions de transition professionnelle. Je pense que véritablement, quand on est confronté à ce genre de sujet, il y a vraiment si on sait aller chercher à la racine du problème, je pense qu'on trouve assez vite qu'en fait il y a une vraie convergence d'intérêts. Et après, il faut savoir les mettre en œuvre. Et ça demande autant de travail d'ailleurs du côté de l'entreprise que du travail de salarié, parce que souvent les entreprises doivent se rendre compte qu'un salarié bien dans sa peau et, je dirais, à l'aise dans son poste de travail ou dans ses perspectives de poste de travail, je crois qu'il apportera beaucoup plus que dans le cas contraire. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner vers M. Foucard. Donc vous n'avez pas signé la contribution avec les autres organisations syndicales. Et tout simplement, partagez-vous l'idée qu'il faut simplifier, rendre plus lisible et unifier les dispositifs de transition professionnelle? Juste avant de répondre à cette question, je vais faire très rapide. À un moment donné, pourquoi on n'a pas signé? C'est assez simple, hein, puisqu'en fait, nous étions partis sur un ANI. D'ailleurs, il n'est pas sorti, puisqu'il est mort de sa belle mort le 1er juillet 2022, puisqu'il y avait des clauses, donc il ne s'est rien produit. Et d'ailleurs, ce n'est pas une négociation, on va avoir une concertation, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord, pour pouvoir faire évoluer les processus. Et globalement, sur un sujet qui est toujours tabou depuis 71, c'est qui finance qui et qui paye quoi. Pour faire simple, et je finirai là-dessus. Après, Stéphane Rémy a un peu refait l'histoire sur le CPF de transition, puisque en 2018, l'État voulait supprimer le CIF, on s'est battu, et comme à cette époque-là, si on ne mettait pas le mot CPF, on était mort. Donc c'est même moi qui ai proposé, c'était le CPF de transition, mais entre les deux, on avait 1 milliard et on a été divisé par plus de 2 sur le fonctionnement. On arrivait à faire 50, on dirait maintenant des PTP, 50 000 PTP, on en fait juste un peu moins de 20 000. C'est juste pour ne pas refaire l'histoire, pour expliquer qu'on était visionnaire. Alors nous, CFE-CGC, on n'a pas peur de la complexité. Par contre, il y a une grande différence entre ce que les gens voient, salariés ou entreprises, et le fait que derrière, ça soit complexe. Parce que, globalement, si c'est complexe, à chaque fois, c'est dû au quoi? Au dispositif, parce qu'il y a du financement, qui finance, qui gère, et qui permet de l'utiliser. Parce que, globalement, quand vous êtes salarié, si vous devez sortir de l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit décider. Sinon, vous n'avez pas le droit de sortir, vous êtes forcément au travail. À un moment donné, même le législateur, pour la démission, il a mis quelque chose de démissionnaire pour que les gens s'en aillent à Pôle emploi. Donc c'est bien eux qui ont aussi complexifié le système pour pouvoir le faire. D'ailleurs, à l'occasion, comme Pôle emploi est le plus grand incubateur d'entreprises françaises, avec les nouvelles réformes du chômage, avec la durée qui ne baisse, globalement, ça devra aussi avoir un impact quand même sur les transitions professionnelles. Donc est-ce qu'on peut simplifier? Vu d'avis de l'extérieur, oui. Vis-à-vis de tous les cas de figure, entre les fonctionnaires, les artisans qui veulent changer de transition, enfin, il y a énormément de sujets où à un moment donné, comme ce n'est pas les mêmes règles, je doute de la simplification, entre guillemets, en back-office ou derrière. Après, en frontal, oui, ça c'est, je veux faire une transition professionnelle, comment j'y vais, le financement, mais tout le sujet, par exemple, de Transco, je m'arrêterai là. Si ça a été compliqué, c'est parce que l'État a voulu mettre du FNE, il a voulu absolument gérer avec les DRES, avoir piloter, ainsi de suite. Donc, il y a ces sujets-là qui arrivent. C'est pas si simple que ça, après, en finale, puisqu'il y a quand même une maîtrise de l'argent. En cheminant à travers tout ce qu'on a entendu ce matin, je me demandais si le fameux compte personnel de formation qui apparaît un peu comme
un arbre qui cacherait la forêt des autres dispositifs, s'il ne faut pas arriver à faire de ce CPF justement quelque chose qui irradierait les autres dispositifs. Est-ce qu'il ne faudrait pas construire quelque chose autour de ce CPF et les mécanismes qui déclencheraient ces scénarios de transition? Je ne sais pas, Monsieur Roche, qu'est-ce que vous pensez de la place qu'occupe le CPF par rapport à cette question des transitions professionnelles? Écoutez, je ne sais pas comment. Je pense qu'il faut être très attentif parce que le CPF, par nature, du fait de sa conception, est purement d'origine individuelle et du salarié. Or, pour moi, quand même, un dispositif de transition professionnelle, il implique une réflexion autour donc, de l'entreprise de départ, de l'entreprise d'arrivée, et donc je ne pense pas qu'il puisse uniquement être construit à partir d'une initiative individuelle d'un salarié. C'est un projet, même s'il est individuel pour le salarié, il a un côté collectif par, je dirais, la structure d'accueil qui doit le faire. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on peut prospérer sur cette... Même exercice, M. Foucard, allez-y. Très simplement, hein, il est pensé pour être hors temps de travail au départ. À un moment donné, il a été capable de le financer en gros à 1 milliard. On est à 2,5 milliards, à quelque chose près. Si on fait du co-investissement, ce que les gens oublient, c'est qu'en fait, ça va être un accélérateur. Donc en fait, on peut consommer plutôt 5 ou 6 milliards. Donc si ça devient le central, il faut se poser la question en fait de la rémunération du temps de travail, puisque c'est hors temps de travail. Et après, il faut une capacité de financement. Après, si vous arrivez à trouver 10, 15 ou 20 milliards, c'est pas un problème, on devrait y arriver. Mais à un moment donné, il faut raison garder sur ces sujets-là. Surtout qu'il a été pensé quand même par la ministre et par son directeur de cabinet en disant c'est un plus. L'entreprise, si elle se débrouille bien, elle l'utilise en co-abondement, donc ça lui permet de récupérer un peu d'argent. Si l'entreprise ne se forme pas, le salarié le fait tout seul, avec sa propre volonté, hors temps de travail, c'était minoritaire. Et de toute façon, si la personne ne se forme pas, il ira à Pôle emploi, et là, il aura du temps, il aura de la rémunération, et donc il aura son petit sac à dos avec de l'argent. Donc ça a été pensé comme ça, sauf qu'à un moment donné, on a un peu libéré avec la plateforme, et ça explose un peu, c'est tout. Écoutez, merci beaucoup pour ces apports. On remercie nos intervenants, on remercie l'ensemble des intervenants qui nous ont rejoints aujourd'hui et je vous propose de clore cette table ronde et merci encore d'être venus nombreux pour nous écouter.